Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de Finance Innovation, donc intitulé Le rôle des FinTech et RegTech face aux nouvelles réglementations en finance durable. On est aujourd'hui très heureux de faire ce webinaire en partenariat avec Greenomi, mais également avec les interventions de BPI, Ombran, Natixis, PwC et Manaos, et du coup Finance Innovation. Finance Innovation, pour les gens qui ne nous connaissent pas, on est une association fondée en 2007 qui a pour but d'accompagner les startups, insurtech, fintech et acteurs du secteur financier, les aider à développer des liens avec les partenaires commerciaux et à lever des fonds afin d'accélérer leur croissance. Voilà, on est donc très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinaire et je vais maintenant passer la parole à Alexander qui sera votre animateur de la journée. Bonjour à tous, je m'appelle Alexander Stevens, Head of Product chez Greenomi. Merci beaucoup Clément, merci Finance Innovation pour nous donner l'opportunité de présenter ce webinaire aujourd'hui. Alors le titre, c'est le rôle des FinTech et RegTech face aux nouvelles réglementations en finance durable. Comme vous savez, il y a une série de réglementations, la taxonomie verte, l'NFRD, le SFDR, le CSRD, qui sont soit adoptés ou en phase d'adoption et qui vraiment bouleversent l'écosystème. Alors, quels sont les défis? Quelles sont aussi les solutions qui sont apportées par l'écosystème, que ce soit FinTech, RegTech ou par les acteurs établis? Et surtout, quelles sont les collaborations déjà mises en place et les futurs développements qui auront lieu dans l'écosystème dans les prochaines années? Alors, on est ravis d'accueillir aujourd'hui une série d'acteurs. On va tout d'abord commencer avec le contexte réglementaire présenté par PwC, puis une présentation par 3 startups, Ombrain, Greenomi et Manaos. Et ensuite, on passera à un panel avec BPI France et Natixis et l'ensemble des participants où on discutera de cette thématique et nous terminerons par un Q&A où vous serez invités à nous poser vos questions. Alors, n'hésitez pas également de partager votre avis et vos questions dans le chat sur le côté. Et il y aura également des questions dans le sondage qui seront posées le long du cours de ce webinaire. Alors, commençons tout de suite avec Cédric Reynaud, Senior Manager chez PwC, qui nous donnera un peu le contexte autour de cette nouvelle réglementation. À toi, Cédric. Merci Alexander. Alors, je vais démarrer par le premier slide. Donc effectivement, bonjour à toutes et à tous. Je suis Cédric Reynaud, Senior Manager au sein du cabinet PwC. Je travaille au sein de l'entité Financial Services et plus particulièrement dans le département Risk and Regulatory. J'accompagne depuis maintenant près d'un an les acteurs du secteur bancaire, de l'asset management et de l'assurance sur leur mise en conformité avec les nouvelles réglementations finances durables. Alors, je suis donc ravi d'être présent avec vous pour ce webinaire et en une dizaine de minutes, je vais vous présenter le contexte réglementaire en lien avec la finance durable, puis vous présenter plus en détail le règlement taxonomie, qui est une réglementation qui aura un impact extrêmement fort pour tous les acteurs de la place, que ce soit des entreprises financières ou non financières. Alors, vous le voyez sur ce slide, le Green Deal européen ou Pacte vert européen constitue un ensemble de mesures visant à faire de l'Europe un continent climatiquement neutre d'ici 2050. Il a été présenté le 11 décembre 2019 par la Commission européenne et parmi ses ambitions figure notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'investissement dans la recherche et l'innovation. Alors, pour atteindre l'objectif d'être climatiquement neutre d'ici 2050, la Commission européenne a établi un plan d'action avec 3 objectifs principaux. Le premier, vous le voyez, il s'affiche à l'écran, réorienter les flux de capitaux vers les investissements responsables. Deuxième objectif, intégrer systématiquement le développement durable dans la gestion des risques. Et troisième objectif, favoriser la transparence et une vision de long terme de la finance. Alors, ces 3 objectifs ont été déclinés en 10 actions concrètes avec pour chacune d'elles la création de nouvelles réglementations ou l'amendement de textes existants. On va le voir dans le slide suivant, l'Europe est en phase de constitution d'un cadre réglementaire contraignant afin de lui permettre d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Alors, sur ce slide, vous avez un panorama des réglementations sur la finance durable et vous pouvez remarquer qu'elles sont particulièrement nombreuses. Ces nouveaux textes ou évolutions de textes existants vont impacter les acteurs de la finance, que ce soit les banques, les asset managers, les assureurs ou les institutions financières fournissant des services de gestion sous mandat ou de conseil en investissement. Ces réglementations vont impacter les produits financiers, donc vous le voyez en jaune, le volet reporting en violet, la stratégie et la gouvernance en marron, la conformité et le devoir de conseil en orange, et enfin les risques et le prudentiel en rouge.
Alors bien sûr, je ne vais pas vous présenter en détail chacune de ces réglementations, mais je vous ai encadré celles qui sont directement en lien avec ce webinaire. Alors si je commence par le rectangle en haut à gauche, vous avez la taxonomie, qui est une réglementation centrale et que je vous détaillerai juste après. Ensuite, vous avez la loi énergie et climat avec l'article 29, qui est une réglementation française qui vient s'ajouter aux contraintes réglementaires européennes. Ce texte prend le relais de l'article 173 de la loi pour la transition énergétique sorti en 2015 et qui comporte notamment le fameux reporting LTE-CV que doivent publier les grands acteurs de l'investissement en France. L'article 29, dont une partie des obligations sont applicables depuis le 10 mars, impose notamment la prise en compte du risque de changement climatique et du risque de biodiversité dans les politiques de durabilité des investisseurs institutionnels. Un deuxième volet impose la publication d'un document décrivant la manière dont sont pris en compte les critères ESG dans les politiques d'investissement et les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique. Alors, un décret relativement costaud est sorti au mois de mai et vient préciser tous les éléments attendus. Ce rapport devrait être publié annuellement et le premier devrait être réalisé en 2022 sur la base de l'exercice 2021. Ensuite, si je continue à descendre les rectangles rouges dans la roue réglementaire, vous avez le règlement Disclosure, SFDR. Il est en application pour partie depuis le 10 mars. Alors, ce règlement impose aux institutions financières plus de transparence sur deux volets. Le premier, c'est la prise en compte du risque de durabilité dans les politiques applicables au niveau de l'entité, c'est-à-dire la politique d'investissement, la politique de rémunération et la prise en compte des incidences négatives, c'est-à-dire les impacts néfastes des investissements sur la planète. Vous avez ensuite un deuxième niveau qui est la catégorisation des produits financiers en fonction de leur degré de prise en compte des éléments ESG. Il existe ainsi trois catégories définies réglementairement. L'article 6, qui est le niveau le plus basique. L'article 8, qui implique la prise en compte de caractéristiques environnementales ou sociales. Et enfin, l'article 9, qui sont des produits avec objectifs d'investissement durable, et notamment les objectifs environnementaux définis par la taxonomie. Cette réglementation impose également la production, à partir de l'année prochaine, de reporting périodiques permettant de démontrer l'atteinte des ambitions de chaque produit par rapport aux éléments qui ont été présentés dans la documentation précontractuelle. Enfin, le dernier rectangle de cette roue réglementaire est la réglementation CSRD, pour Corporate Sustainability Reporting Directive, qui viendra remplacer la directive NFRD à partir de 2024. Ce texte, encore en version draft, imposera aux entreprises de plus de 250 salariés de publier un reporting extra-financier à inclure dans leur rapport de gestion. En France, il existe déjà la DPEF, donc la déclaration de performance extra-financière, mais le périmètre des sociétés qui y seront soumises sera considérablement augmenté et le contenu de ce rapport sera également élargi. Donc, en conclusion, on voit bien que la demande des régulateurs pour plus de transparence et un meilleur financement des activités économiques dites durables implique tout d'abord d'avoir accès aux données ESG des entreprises dans lesquelles vous investissez et deuxièmement, de produire un nombre important de reporting à destination du public. Alors, le règlement taxonomie, qu'est-ce que c'est? C'est un système européen de classification des activités dites durables. Il s'agit donc d'un langage commun qui introduit une nomenclature des activités économiques, notamment en utilisant le code NAS en fonction de leur contribution à des objectifs environnementaux. Alors, au nombre de 6, et on les verra juste après. La taxonomie vise donc à déterminer dans quelle mesure une entreprise est réellement durable au sens des critères définis par l'Europe. Alors, le règlement taxonomie, qui est dans le scope. Vous avez les entreprises soumises à la NFRD et vous avez celles soumises à la DPEF pour la France. Et donc là, je vous ai mis le périmètre en bas. Vous avez notamment l'ensemble des sociétés cotées et non cotées de plus de 500 salariés avec des critères de bilan et de chiffre d'affaires. Vous avez également les acteurs des marchés financiers, dont les banques, les sociétés d'assurance et les sociétés de gestion. Et l'ensemble de ces entreprises doivent bien entendu être au sein des États membres de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qui est demandé à ces entreprises? Deux éléments, des informations quantitatives et des informations qualitatives. Donc, pour les informations quantitatives, vous avez un split entre les entreprises non financières et les entreprises financières.
Pour les entreprises non financières, il leur est demandé de discloser la part des activités durables en pourcentage du chiffre d'affaires, en pourcentage des CAPEX et en pourcentage des OPEX. Pour les entreprises financières, la démarche est un petit peu plus compliquée et délibérément, je vous ai présenté une version simplifiée. Les textes de niveau 2 sont sortis au mois de mai 2021, mais ils sont encore en version draft. Et donc, vous avez une différenciation à faire en fonction du type d'établissement. Donc, pour les établissements de crédit, vous avez par exemple le Green Asset Ratio, qui est donc la part des crédits d'une banque qui permettent de financer des activités durables. Pour une société de gestion, il sera demandé de reporter un KPI sur la part des investissements dans des entreprises ou des activités dites durables. Et pour des sociétés d'assurance et de réassurance, vous avez un split entre l'actif et le passif. Et donc, vous avez un KPI sur le volet investissement et un KPI sur le volet souscription. Et donc, en plus de ces éléments-là, vous avez des informations qualitatives à discloser. Alors, où? Eh ben, ce sera dans la DPEF, sur une base annuelle, et sous un format qui devra respecter des templates prédéfinis. Alors, il faut aller chercher les annexes des actes délégués. C'est des reportings relativement costauds. En tout cas, pour le premier reporting qui devrait être publié en 2022 sur l'exercice 2021, il y aura un certain nombre de mesures de simplification et on le verra juste après. En termes de timeline, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cette chronologie. Voilà, sachez que la taxonomie est entrée en vigueur en juillet 2020. Vous avez des textes qui sortent, qui continuent à sortir toute cette année. Et vous avez, à partir du 1er janvier 2022, une application pour les 2 premiers objectifs environnementaux. Et vous avez, à partir du 1er janvier 2023, l'application des 4 autres objectifs environnementaux. Donc, gardez également en tête que les textes ne sont pas encore figés et qu'on attend encore tout un certain nombre d'éléments, d'informations et de précisions au cours des prochains trimestres. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, quels sont les 6 objectifs environnementaux? Les 2 premiers touchent le changement climatique. Vous avez donc l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Et les 4 suivants touchent l'utilisation durable de l'eau et des ressources marines, l'économie circulaire, la prévention et la réduction de la pollution, et enfin la prévention et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, pour les 2 premiers objectifs, le reporting, il sera l'année prochaine sur la base de l'année 2021. Et pour les 4 suivants, c'est décalé d'1 an, donc c'est 2023 sur la base 2022. Alors maintenant, comment est-ce que l'on calcule l'alignement de la taxonomie? Vous avez 5 étapes à respecter. La première, c'est déjà d'identifier si l'activité, si l'entreprise est éligible. Et pour ça, les textes réglementaires qui font des centaines et des centaines de pages donnent une description d'activité et surtout donnent un code NAS qui est finalement le point d'entrée. Donc, ce fameux code NAS va permettre de déterminer dans la grande majorité des cas si ce secteur ou cette activité est éligible à la taxonomie. Ensuite, vous avez une deuxième étape extrêmement importante qui est d'identifier si cette activité ou ce secteur a une contribution substantielle à l'un des 6 objectifs environnementaux que l'on a vu juste avant. Et là, il faut regarder le respect des critères techniques qui sont définis réglementairement. Et là encore, vous avez des centaines et des centaines de pages qui viennent déterminer ce que doivent respecter chacune de ces activités. Vous avez ensuite la notion de DNSH, donc de Do Not Significant Harm. Et là, le principe, c'est de s'assurer que l'activité ne cause pas de préjudice important aux autres objectifs environnementaux. Alors, un exemple, si vous financez un parc éolien, vous devez par exemple vous assurer que vous ne causez pas de préjudice à la faune et à la flore, qui est l'un des objectifs de la taxonomie. Alors, je vois qu'on fait circuler mes slides avant. Alors, le quatrième étape, c'est le respect des garanties minimum. Donc là, vous devez vous assurer que l'activité respecte les droits de l'homme et les principes fondamentaux du travail. Et donc là, vous arrivez à un alignement avec la taxonomie et donc vous pouvez arriver avec un KPI et un chiffrage précis. Si je passe au slide suivant, donc on l'a vu un tout petit peu avant, vous avez des actes délégués, encore en version draft, qui spécifient pour l'article 8 la manière dont les choses devront être présentées. Ils ont donc été publiés le 7 mai par la Commission européenne et visent à donner quelques mesures de simplification.
Et le point, c'est de dire qu'il y aura un focus sur ce premier reporting, sur la notion d'éligibilité, donc la première étape que je vous ai montrée tout à l'heure, et pas un calcul de l'alignement, donc avec l'ensemble des 5 étapes. Donc, ce qui serait demandé aux entreprises, ce serait de publier la part des activités éligibles, la part des activités non éligibles et des informations en annexe sur les principes et méthodes comptables. Sur la partie chiffrage à donner, dans la partie annexe, on a le chiffre d'affaires, le CAPEX et l'OPEX, mais ça encore, cela reste à confirmer. Les 2 premiers objectifs environnementaux, pour que vous ayez un peu plus en tête, quels sont les types d'activités éligibles. Donc, pour rappel, vous avez l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Donc, pour le premier, vous avez les activités bas carbone, avec par exemple le transport zéro émission. Vous avez les activités transitoires, avec par exemple la production de voitures émettant moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre. Et vous avez les activités dites habilitantes, avec par exemple la rénovation de bâtiments. Pour le deuxième objectif, à droite, vous avez les activités adaptées, avec par exemple la distribution d'eau, avec l'installation de systèmes d'alerte pour réduire le risque d'inondation de ces installations. Et vous avez les activités habilitantes, qui est le développement, par exemple, de systèmes de protection contre les inondations. Alors, en conclusion, vous le voyez, vous avez une vague réglementaire importante qui a démarré et qui va encore continuer au cours des prochaines années. Et puis, deuxième élément extrêmement important, c'est le rôle crucial des données ESG. Pourquoi? Parce qu'elles vont permettre de produire les reportings que l'on vient de voir juste avant. Et puis, elles vont permettre pour les asset managers de définir des stratégies d'investissement plus ou moins vertes, plus ou moins durables. Voilà, j'en ai fini de mon côté. Je laisse la parole à Alexander ou aux personnes suivantes. Merci beaucoup, Cédric. Tu as très simplement résumé un sujet complexe. Je dirais plus qu'une vague, c'est un tsunami réglementaire. Alors, malgré le fait que cette législation est encore en phase d'élaboration, il y a déjà des solutions qui sont en train d'apparaître sur le marché. Et c'est là où nos startups vont maintenant présenter ce qu'elles sont en train de préparer. Alors, on va commencer avec William Béguin, Sustainability Manager chez OnBrain. William, à toi. Super. Vous m'entendez bien? Super pour le son? Le son fonctionne? Yes. Ok, super. En effet, je suis William, responsable de la finance durable chez OnBrain. OnBrain, qu'est-ce que c'est? C'est une fintech sur le marché de la dette qui développe une plateforme digitale apportant de l'efficience et de la fiabilité dans les processus de dette. Donc, notre plateforme, elle couvre tous les besoins de dette, aussi bien de dette vanille, durable ou même collatérale. Elle permet simplement de négocier et d'émettre des types de produits de dette standardisés ou semi-standardisés, allant de moins d'une année à plusieurs années, excusez-moi. Et enfin, notre plateforme, elle simplifie tous les processus de dette, allant de la pré-négociation jusqu'à la post-négociation, et ce, pour tous les acteurs. Donc, aussi bien les émetteurs, corpos, publics, les intermédiaires et les investisseurs. Notre ambition chez OnBrain est de faire entrer le marché primaire de la dette dans le XXIe siècle. Et pour cela, notre plateforme, elle ne change pas les règles du marché, elle se veut neutre et indépendante, car nous agissons comme un outil de communication et de négociation pour tous les acteurs. Donc, du côté des émetteurs, pour donner un peu plus d'idées de comment fonctionne OnBrain, du côté des émetteurs, OnBrain fonctionne comme une grande fabrique de dettes, leur permettant ainsi d'accéder à une diversité de produits, aussi bien dans plusieurs devises, et de pouvoir exprimer leurs besoins grâce à la création de leur courbe de taux. Ils peuvent également émettre de la dette durable, et c'est là où la taxonomie entre en jeu, car ils peuvent, en utilisant notre framework builder sur la plateforme, présenter leurs informations aussi bien sustainable que de la taxonomie, générer leur framework au format soit d'allocation de fonds, soit indexé à des KPI durables, et avoir une vraie page qui soit dynamique et collaborative avec les différents acteurs comme les intermédiaires et les investisseurs. Tout ça permet ensuite d'émettre de la dette qui est directement rattachée au framework. Également, pour les investisseurs, on leur permet d'explorer le marché en ouvrant de nouvelles lignes avec des investisseurs et des intermédiaires qui n'auraient pas forcément pu avoir accès. Ils ont également accès, et ça c'est crucial, Cédric l'a mentionné, un accès aux données du marché, aussi bien classiques que ESG, sur la plateforme directement. Et ils peuvent surtout bénéficier d'un éventail de solutions
ESG directement sur la plateforme. Donc, c'est déjà le cas sur OnBrain pour les fournisseurs de second party opinion sur le framework et de notation ESG sur le profil d'une entreprise. Mais également, ces dernières semaines, on a développé un partenariat avec Greenomie, et on en est très fiers, qui permet aux émetteurs de réaliser leur scoring taxonomie directement sur OnBrain et de pouvoir le partager aux investisseurs en quelques clics. Et donc, je laisserai Sarah présenter Greenomie et notre partenariat, mais nous sommes très contents de travailler avec l'écosystème startup, car on pense qu'en tant que plateforme de communication, OnBrain a vraiment le rôle de connecter les différents acteurs du marché avec des solutions comme Greenomie, comme d'autres, afin d'amplifier leur impact et d'accélérer le développement du marché vers une transition bas carbone. Donc, du côté des intermédiaires et des investisseurs, notre principale valeur ajoutée, c'est que nous simplifions les interactions sur tout le marché et avec tout le marché. Donc, un investisseur ou un intermédiaire peut cliquer sur l'onglet Market sur OnBrain pour consulter toutes les offres en temps réel, pouvoir les filtrer en fonction de leur durabilité, de leurs objectifs et de pouvoir faire une offre simplement. Ils peuvent aussi avoir en un clic un aperçu de toutes les opportunités de connexion avec différents émetteurs et différentes solutions et pouvoir être tenu au courant quand un émetteur est à l'émission ou bien d'avoir toutes les informations du framework ou des scores de Greenomie, ESG, etc. Et enfin, les intermédiaires et les acteurs financiers peuvent ajouter plusieurs leurs équipes sur OnBrain, tous ensemble, pour fluidifier la collaboration et donc permettre, par exemple sur un framework, que l'équipe ESG valide en amont le framework et que l'équipe front office qui est de salle de marché puisse directement négocier et acheter les titres de dette qui sont rattachés au framework sans perdre de temps, directement en récupérant le code ISIN en quelques minutes et en ayant les informations de l'émetteur, du framework et de la dette. Donc aujourd'hui, pour vous donner un aperçu, OnBrain fonctionne sur le commercial paper, donc, qui est notre premier marché. On est actif sur le NUCP, EuroCP, USCP, avec des transactions régulières sur OnBrain. Et la particularité de ce marché est que la rapidité d'exécution est très importante. Un CP peut se négocier en moins d'une journée, donc le temps de réaction est rapide. Et c'est pour ça qu'avoir toutes les informations aussi bien sur l'entreprise que sur son engagement ESG et d'avoir tous les acteurs au même endroit, ça a du sens et c'est ce qu'on essaye de construire chez OnBrain. Donc, où en sommes-nous Aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs français, européens et américains nous ont rejoints ou sont en cours d'intégration. Donc, on a par exemple intégré ACOS, qui est le plus grand émetteur corpo de commercial paper en Europe. On a également d'autres gros émetteurs comme Unedic ou Engie, qui est un leader des émissions green, mais aussi des plus petits acteurs comme Air Liquide, Biomérieux, Elis, etc. Les autres acteurs comme les grandes banques et les brokers nous rejoignent aussi. On a eu Natixis qui a réalisé une des premières transactions sur la plateforme. On a également d'autres brokers comme Tradition, un dealer comme une autre banque française qui est en train de nous rejoindre dans les prochaines semaines et aussi des asset managers qui sont en cours d'onboarding. Donc ça, c'était pour vous donner un peu où on en était. Et rapidement, pour vous dire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on propose une diversité de produits de dette, mais on va en couvrir très rapidement plus de produits, notamment avec les produits de dette durable et avec des plus grandes maturités. Donc, dans ce contexte, on a vu qu'avec la Place de Paris et la Banque de France, ils avancent sur le sujet ESG. Et notamment, ils veulent donner l'opportunité à des entreprises d'émettre un programme ESG pour les titres de dette court terme et moyen terme. Donc, nous, on échange avec ces acteurs de l'écosystème pour apporter une solution qui soit efficace, qui permette d'émettre des produits de dette durables, mais le plus vite possible. Et donc, pour résumer un petit peu OnBrain en deux phrases, je dirais que OnBrain est une plateforme digitale qui vise à bâtir un meilleur marché de la dette primaire, qui soit plus efficace, plus fiable et plus durable pour tous les acteurs. Nous sommes convaincus que ça passera d'office par plus de collaboration entre l'écosystème, plus de communication et plus d'efficience dans les processus. Voilà, merci pour votre attention et je laisse la parole à Sarah pour présenter Greenomie. Merci beaucoup, William. Sarah, Head of Sustainability chez Greenomie.
Bonjour à tous, merci William, merci Alexander. Donc oui, moi c'est Sarah Lockman, responsable de durabilité chez Greenomy, donc qui est derrière Greenomy. Donc nous sommes une équipe de 15 personnes avec des backgrounds et des profils différents qui ont travaillé soit en Commission européenne, Luxembourg Stock Exchange, Clearstream et d'autres institutions. Donc, comme le montre ce chart, la finance durable a connu une croissance exponentielle, ce qui constitue un réel défi pour les régulateurs afin de déterminer quelles sont les policies à mettre en place pour les différentes parties prenantes. Donc, comme bien expliqué et résumé par Cédric, donc je ne vais pas réexpliquer la taxonomie concerne quels acteurs. Donc, dès janvier 2022, donc en moins de 6 mois, les acteurs qui sont impactés par la taxonomie sont d'un côté les compagnies, les larges entreprises qui ont plus de 500 employés et qui seront tenues de publier les informations sur leur niveau de conformité à la taxonomie qui est en vue de raison de la LFRD. Et aussi, d'un autre côté, vous avez les acteurs des marchés financiers qui devront aussi fournir le pourcentage total lié à la taxonomie des activités sous-jacentes de leur portefeuille qui est en raison de la réglementation SFDR. Oups, pardon. J'étais trop vite. Donc, les différents challenges que les entreprises et les institutions financières et non financières ont pour le moment, notamment, c'est le manque de data ESG, mais aussi la mise en place de toutes ces réglementations dans leur infrastructure technologique et IT. Mais finalement, le manque d'expertise, manque d'expertise en durabilité en interne dans leurs différents départements. Donc, ce qu'on a fait chez Greenomy, donc on a codifié les 3 réglementations en finance durable afin de générer le reporting extra-financier. Donc, on a élaboré 4 portails différents pour chaque partie prenante. Donc, on a premièrement pour les entreprises un portail pour générer ces données extra-financières qui pourront être par la suite vérifiées et certifiées par les auditeurs ou une tierce personne indépendante dans l'audit portail. Par la suite, une analyse sera faite sur ces données-là qui seront mises à disposition aux investisseurs et aux lenders dans l'Investor et Lender Portal pour screener ou calculer l'alignement de leur portefeuille à la taxonomie. Et toutes ces données-là, ces analyses-là seront partagées via nos API avec d'autres parties prenantes ou d'autres data providers. Donc, pour le Company Portal, donc ici, les entreprises pourront calculer l'alignement de leurs activités par rapport aux critères de la taxonomie et savoir directement sur notre plateforme la part verte de leur chiffre d'affaires ou les 2 autres KPI CAPEX et OPEX. Donc, une fois que ce reporting-là est généré, il sera directement à disposition des auditeurs pour vérifier toutes les informations, les documents qui ont été fournis par le client afin de les certifier et les vérifier et les partager aux investisseurs dans l'Investor Portal qui va permettre aux investisseurs de vérifier l'alignement de leur portefeuille par rapport à ces critères avec des données en temps réel. Finalement, le dernier portail qui est le Lender Portal qui va permettre aux banques de vérifier leur portefeuille de prêts. Comme l'a expliqué Cédric, donc il y a des KPI que la banque devra publier, certaines informations comme le GAR, le Green Asset Ratio, et aussi, on va dire l'alignement de leurs clients par rapport aux différents critères de la taxe. Donc,
dans ce slide, on a résumé, on va dire, notre approche chez Greenomy, qui est une approche ascendante, bottom-up, c'est-à-dire on génère dans Compagnie Portal les informations extra-financières, on les certifie chez les auditeurs certifient ces informations sur le portail auditeur, et puis elles sont partagées avec des investisseurs et des banques via les deux portails Investor et Lender. Donc, au-delà de la conformité réglementaire, notre but, c'est aussi de traiter ces données extra-financières, ces analyses pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire que dans notre plateforme, l'entreprise, elle pourra avoir son statut ou sa situation actuelle par rapport aux exigences de la taxonomie et voir avec eux pour arriver à leur target, quel gap ou l'analyse des écarts à effectuer, effectuer une comparaison par rapport aux différentes entreprises dans le même secteur et aussi leur fournir les bonnes pratiques pour réduire ce gap et atteindre la neutralité carbone comme l'Union européenne souhaite d'ici à 2050. Donc, finalement, notre solution, elle est prête. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à booker votre démo sur notre site et nous sommes prêts à mettre en place des POC, des Proof of Concept pour le portail qui vous intéresse. Et c'est déjà le cas avec différents acteurs dans le marché financier, notamment BPI France, avec lequel on travaille et nous fait confiance. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Nous passons maintenant à Edouard pour Manaos. Bonjour à tous. Donc, Edouard Vizard, je suis marketing manager chez Manaos. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la solution Manaos et vous montrer en quoi elle est complémentaire de ce qui nous a été présenté jusqu'à maintenant. Donc, la raison d'être de Manaos prend évidemment sa source dans la complexité du marché avec la multitude d'acteurs sur le marché, le fait que le marché soit assez immature avec des réglementations en perpétuelle évolution. Et donc concrètement, ce que Manaos propose aujourd'hui, on est une plateforme technologique de type marketplace qui va permettre de connecter les acteurs de l'investissement, donc investisseurs institutionnels et gérants d'actifs, aux acteurs de la notation extra-financière, donc fournisseurs de données ou fintech de notation, pour mesurer donc leur risque d'impact leur risque et leur impact sur la base de critères extra-financiers. Donc la manière dont on a pensé Manaos, et je le précise, on est aussi une filiale à 100% de la BNP Paribas. La manière dont on a créé Manaos, c'est en deux temps. Tout d'abord, l'idée de départ, c'est d'avoir une donnée d'investissement qui est une donnée fiable, fraîche et complète. Et donc, on permet aux investisseurs institutionnels de venir collecter l'inventaire de leurs fonds auprès des asset managers, de leurs gérants d'actifs, donc à travers une plateforme SaaS, donc simplement en se connectant de part et d'autre de la plateforme et en faisant ces requêtes de collecte de données. Donc tout ça est 100% très user-friendly et donc se fait très rapidement à travers cette plateforme-là. Une fois que la donnée d'investissement est 100% transparisée, l'idée est que sur notre marketplace, nous contractons avec un panel de fintech, regtech et acteurs de la notation. Et les investisseurs vont pouvoir connecter directement leurs données d'investissement sur ces acteurs de la notation pour avoir accès à ces capacités de scoring et donc pouvoir reporter sur des critères ESG, de développement durable ou encore d'alignement aux accords de Paris. Donc aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine d'applications sur notre marketplace et je crois qu'on peut le dire, Greenomy est aujourd'hui sur notre roadmap. Rien de concret réellement, mais voilà, c'est dans les tuyaux. Pour vous donner un petit peu de perspective sur concrètement ce que Manaos apporte sur le marché, c'est trois avantages. D'abord, c'est la connectivité simple.
Donc, la capacité, au lieu d'aller voir chacun des fournisseurs de données ou des agences de notation, d'avoir la capacité en une connexion, d'avoir accès au meilleur de l'ESG d'une certaine manière, et de pouvoir adapter sa stratégie au fil de l'eau. Le deuxième avantage, c'est la capacité de tester ses solutions et ses POC, donc d'arriver sur cette plateforme et de pouvoir donc avoir une capacité d'avoir un prix en direct finalement sur les différentes options qui sont présentées à partir directement de ces données d'investissement. Et si tel asset manager choisit de démarrer avec tel fournisseur de données, puis de changer son fusil d'épaule à 6 mois ou 9 mois parce que le contexte est en perpétuelle évolution, il aura la capacité de le faire un peu à la manière d'une plateforme B2C. Donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de reconstituer, cette facilité de branchement. Et la dernière solution, on est Manaos effectivement une sandbox, donc on permet de faire des POC et de tester vraiment des solutions plus adaptées, mais fonctionnellement, on a vraiment été conçu pour être une plateforme qui permet un passage à l'échelle et donc de passer en production de façon efficace en coût. Vous n'avez pas besoin de détruire votre POC pour constituer une machine robuste derrière. On est par construction robuste. On travaille avec AWS qui sont les leaders sur la technologie cloud et on est audité également par les services IT de la BNP Paribas. Donc on est à un niveau de sécurité bancaire. Voilà pour l'essentiel de Manaos. Merci beaucoup, Edouard. Donc, vous avez vu aujourd'hui 3 startups. Il y en a beaucoup d'autres dans le secteur de la fintech verte. Et comme vous avez vu, il y a eu beaucoup de collaborations déjà entre startups, mais également quelles sont les collaborations qui ont lieu avec les acteurs établis. Alors, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui BPI France et Natixis. Alors, Julien Ribert, qui est Digital Manager Officer chez BPI, pouvez-vous nous dire un peu comment BPI se positionne vis-à-vis de ces nouvelles fintech vertes? Comment est-ce que vous aidez aussi vos entreprises à faire la transition? Donnez-nous un peu le contexte des activités et les initiatives dans lesquelles vous êtes impliqués aujourd'hui. Yes, avec plaisir. Merci Alexander. Bonjour à tous, oui, Julien Ribert, je suis à la direction digitale de BPI France et je chapeaute notamment tous les sujets d'open innovation et depuis peu tous les sujets qui ont attrait au plan climat de BPI France, mais en tout cas sur le volet digital, en tout cas comment le digital peut être un levier pour accélérer ce plan ambitieux mais ô combien important pour notre monde. Alors, en quelques mots, je pense que tout le monde connaît BPI France, mais je vous rappelle un peu la mission clé, hein, qui est d'être vraiment le partenaire de confiance des entrepreneurs français. On finance à tout niveau, hein, de l'amorçage à la cotation en bourse, en transmission, crédit, garantie, fonds propres, et on accompagne avec de plus en plus de mise en relation aussi et de conseils, de formation nos entrepreneurs français. Je rentre assez rapidement dans le sujet du sujet climat, puisque c'est un plan qui est essentiel pour nous et comme vous le savez, hein, suite au plan de relance là, qui a été officialisé en septembre dernier, nous sommes investis une mission avec la Banque des Territoires. Hein, on lance un plan climat commun 2020-2024 d'à peu près 40 milliards d'euros qui justement vise à positionner en fait, entre autres BPI France, comme un agent de transformation, d'entraînement des entreprises françaises vers des technologies de transition environnementale et écologique. Voilà. Donc ça, c'est un point, c'est un axe très important pour nous. Nous avons 3 piliers clés, hein, je vous résume très rapidement avant de rentrer sur le détail des sujets FinTech. On accélère donc la transition écologique et énergétique des entreprises, donc les territoires, avec des solutions d'accompagnement et de financement. Hein, c'est notre métier, mais du coup sur une verticale très verte. Hein, on a des prêts verts, on développe énormément de communautés et de diagnostics, d'accélérateurs pour justement booster nos entrepreneurs français pour cette transition. Nous avons aussi en tête plein de nouveaux services digitaux qui vont se reposer en grande partie aussi sur l'open innovation pour pousser de nouveaux services et accélérer cette transition. Nous avons un deuxième axe qui est le financement dédié aux ENR, hein, et qui contribue à la croissance de grands champions internationaux avec des produits toujours là tournés sur le financement. On a le Green Bond qui est effectivement un des produits clés aussi qui a été émis tout récemment, hein, au mois de mai dernier, hein, d'un montant de 1,25 milliard d'euros
qui est la première obligation verte lancée par BPI France, et qui va être exclusivement utilisée pour refinancer des projets éoliens et solaires en France, et qui est donc alignée sur la taxonomie verte européenne. Pour finir, donc, le troisième axe, c'est le financement massif de l'innovation dans les green tech et tous les réseaux durables résilients pour trouver des solutions technologiques de la TE. Alors, notre conviction est sur le sujet, la thématique qui nous anime aujourd'hui, c'est comme vous le savez, donc BPI France est une banque de l'innovation qui accompagne l'innovation par ses différents leviers, mais on s'applique aussi cette innovation en interne, c'est-à-dire qu'on modélise souvent cette innovation à 360, c'est-à-dire que ce qu'on finance, ce qu'on accompagne en France, et ben on récupère aussi ces bonnes énergies, ces bonnes pratiques, ces bonnes startups, ces super entrepreneurs pour se l'appliquer en interne, c'est-à-dire pour être beaucoup plus efficace opérationnellement, pour mieux accompagner nos clients, donc trouver les bons services pour accompagner avec des services innovants et qui répondent vraiment au moment de vie de nos entrepreneurs, et aussi accompagner nos métiers à être toujours plus agiles et toujours plus à la pointe de ces questions, et notamment la question climat. Et donc, à la réponse, quel rôle des fintech, regtech face à ces nouvelles réglementations en finance durable? Eh bien, on a la conviction forte, en fait, que fintech, regtech, et en l'occurrence, merci pour vos pitchs juste avant, parce que ça démontre exactement par des mots-clés que vous avez pu placer dans votre présentation, la simplicité, l'agilité, l'approche tech, mais au service de l'expérience client, en fait, de la simplification des process et des parcours. Tout ça sont des choses que les fintechs sont capables d'aborder assez rapidement, et du coup, de shifter assez rapidement sur la compréhension, comment mettre simplement en application une réglementation, l'interpréter, la mettre entre les mains de métiers ou d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément coutumiers de ces réglementations ou de ce qui est demandé, et bien justement par cette agilité, par cette simplification, de la rendre beaucoup plus facile, beaucoup plus compréhensible. Et nous, BPI France, en tant qu'acteur financier, on a tout intérêt à travailler avec des fintech et regtech de ce type pour justement nous comprendre les choses, simplifier la compréhension en interne par nos métiers et mettre à disposition aussi les bons services à nos clients, et donc, in fine, répondre avec, je l'espère, brio, cette réglementation qui, vous l'avez dit, est complexe et qui a avec un véritable levier de simplification par ces partenariats clés qu'on a envie de nouer. D'où ce partenariat, effectivement, avec Greenomy, qui est tout frais, qui est tout récent. Donc, on est vraiment en phase de POC là, pour tester cette plateforme côté investisseur et qui a un enjeu donc double pour nos métiers et notre portefeuille de clients. Merci beaucoup, Julien. Nous avons également parmi nous Jean-Guillaume de Manneville de chez Natixis CIB. Alors Jean-Guillaume, dites-nous un peu la manière dont Natixis se prépare vis-à-vis de cette nouvelle législation et quelles sont les éventuelles collaborations que vous faites avec les fintech et notamment le Natixis Green Hub. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous. Je suis ravi d'être présent parce que la green tech, et notamment la green fintech, c'est un sujet qui me passionne personnellement. Natixis, on a beaucoup de métiers. On se prépare sur les métiers CIB, évidemment, en termes de taxonomie, pour mieux connaître nos émetteurs, plus vendre de produits, aussi mieux gérer nos risques. Côté asset management, on travaille sur le ESG parce que la plupart de nos fonds sont ESG. Au niveau corporate, évidemment, on se prépare au reporting et d'ailleurs, on est en avance puisqu'on a un outil qui s'appelle les Green Weighting Factor qui en fait donne la couleur d'un portefeuille de prêt entre le marron et le vert. Ça, on est en avance par rapport aux concurrents bancaires. Voilà. En termes de chantier sur le green, on a un grand acteur évidemment sur le financement durable, mais on travaille beaucoup avec les fintech. On a énormément de sujets sur la data pour mieux comprendre la granularité de la data sur tous nos métiers. Bon, risque, qu'est-ce qu'on a dans les fonds, qu'est-ce que font nos clients, et la data aussi qu'on émet qu'on utilise comme émetteur, d'accord? Donc là, il y a eu beaucoup de collaborations et d'initiatives avec les équipes innovation, avec des universités sur le sujet. Et je rencontre régulièrement des fintech et voilà, j'espère pouvoir faire des POC. Voilà, en liaison avec les métiers, avec notre Innovation Hub, qui est un groupe central en fait d'innovation sur tout Natixis et BPCE. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Guillaume. Cédric, je reviens vers vous.
vis-à-vis de vos clients, qu'est-ce que vous leur conseillez en termes de préparation vis-à-vis de ce nouveau challenge? Est-ce qu'il y a éventuellement des solutions digitales aussi qui sont proposées? Quelles sont les tendances que vous voyez en ce moment? Oui, alors effectivement, il y a différentes échéances réglementaires. Donc, les clients prennent les échéances les unes après les autres. Il y en avait une grosse qui était au mois de mars, et maintenant on prépare la prochaine qui est donc janvier de l'année prochaine. Vous avez des textes de niveau 2 concernant SFDR, vous avez l'application de taxonomie, vous avez la loi énergie-climat aussi. Donc, vous avez beaucoup d'éléments qui vont arriver en application l'année prochaine. Et donc, les clients que l'on voit, que ce soit bancaires, assureurs ou asset managers, se mettent en ordre de marche pour avoir une planification des différentes actions, une priorisation. Et puis, comme vous disiez, il y a un gros travail sur la partie data, reporting, définition des templates, sélection des data providers. Et donc, tout ça, sont des actions successives, un séquencement à trouver pour être bon à partir de l'année prochaine. Donc, l'état d'avancée des acteurs est différencié, hein, c'est normal. Vous avez des acteurs qui sont plus ou moins matures sur le sujet. La France a l'avantage d'être relativement précurseur sur ce sujet, puisque, comme vous le savez, il y a un certain nombre de réglementations qui obligeaient déjà les grands acteurs de la place à prendre ces éléments en compte. Donc, de manière globale, si on raisonne au niveau européen, la France est plutôt un petit peu en avance, mais il faudra qu'elle conserve cette avance et qu'elle continue à se préparer aux différentes échéances réglementaires importantes qui arrivent. Merci beaucoup. Alors, nous avons des participants en ligne. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas de les poser dans le chat et je l'assignerai à la personne spécifique. Alors, ce que j'aimerais demander à chacun de vous, c'est si vous aviez un souhait en termes de développement de marché ou réglementaire qui vous aiderait dans le développement de vos propres solutions ou de trouver une solution vis-à-vis du challenge que vous êtes en train auquel vous êtes confronté, quel serait ce souhait? Alors, je propose de commencer peut-être avec William. Merci Alex. Sur ta question, le souhait que Handbrain a pour le marché de la dette, c'est de vraiment favoriser la collaboration entre tous les acteurs du marché. Donc, on essaie de le faire aussi bien dans notre plateforme que avec les différents services qui gravitent autour et qui aident ces acteurs du marché à financer des activités durables et qui arrivent à aligner leur business model sur des trajectoires compatibles avec les accords de Paris. Donc, le vrai rêve, c'est de pouvoir avoir une vraie collaboration qui soit large et étendue entre tous les acteurs pour agir rapidement et financer les actifs qui en ont besoin. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille avec Greenomy, on travaille avec d'autres acteurs pour faciliter cette collaboration. Et on espère que Handbrain pourra être l'infrastructure qui soit le socle pour tous ces acteurs de se retrouver au même endroit. Voilà. Merci beaucoup, William. Edouard? Oui, je rejoins bien William sur l'importance de travailler en écosystème et voilà, d'arriver à trouver les passerelles pour travailler ensemble. En l'occurrence, chez Manaos, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Le souhait qu'on entend bien souvent, c'est celui d'avoir une solution qui fonctionnerait pour tout, mais alors pour ce qui est de l'harmonisation de la data du point de vue des émetteurs, je pense que ça peut être utile. Pour ce qui est d'harmoniser les méthodologies, c'est un challenge, mais c'est aussi une richesse d'avoir justement des méthodologies protéiformes et une multitude d'acteurs. Et donc l'enjeu, enfin en l'occurrence, nous, la manière dont on a pris le problème, c'est pas de se dire comment on voudrait que les choses soient, mais c'est plutôt les choses sont telles qu'elles sont, le marché est extrêmement complexe, et donc comment on fait, et donc c'est pour ça qu'on a décidé de se positionner vraiment comme le connecteur, le plombier qui va faire la jonction entre les différents acteurs.
Et c'est effectivement ce qu'on est en train de construire là, tous ensemble. Donc voilà. Merci beaucoup, Edouard. Sarah, un souhait en termes de développement? Oui, notre souhait en fait en tant que RegTech, c'est d'avoir la possibilité d'être certifié ou labellisé par des acteurs, soit dans la réglementation au niveau européen ou au niveau local, afin de garantir à notre produit une certaine crédibilité avec et aussi une certaine assurance par rapport aux investisseurs, par rapport on va dire aux utilisateurs finaux qui vont utiliser notre plateforme. Donc, je pense qu'avoir un label ou une certification pour des startups, des RegTech, FinTech qui ont un projet mature devra leur faciliter, on va dire, devoir leur faciliter la vie. Donc, on aimerait bien, voilà, que les efforts soient fournis à ce niveau-là. Merci beaucoup, Sarah. Julien? Oui, bah, j'ai pas de souhait particulier en rapport à la réglementation. En fait, aujourd'hui, tout ce qu'on réalise en fait avec des fintech chez BPI France, on le fait avec des liens très forts avec nos métiers de la conformité, du juridique, et en fait, quelque part, ces innovations qui sont poussées par l'extérieur et par des solutions comme les vôtres nous permettent aussi quelque part d'acculturer nos métiers régaliens et de comprendre justement ces grands enjeux et ce qui pousse, ce qui permet de faire avancer pour moi les choses en termes de réglementation et donc les échanges qu'on a avec les régulateurs. Et c'est pour ça que j'ai pas de souhait particulier parce que ce modèle-là, pour moi, fonctionne déjà aujourd'hui. Et c'est tout l'intérêt justement de l'innovation, de l'open innovation, c'est-à-dire ce que vous poussez à l'extérieur, on se l'applique en interne et on fait en sorte justement d'avoir une deuxième voie qui n'est pas votre seule voie isolée versus la réglementation, mais nous, quelque part, entre guillemets, de par la confiance qu'on a dans vos modèles et dans les partenariats qu'on noue avec vous, de le démontrer aussi dans les échanges qu'on a avec la réglementation. Donc c'est bien là tout l'enjeu du positionnement des pays France et de notre stratégie Open Innovation qui, au final, tourne comme ça plutôt bien aujourd'hui et qu'on a envie de faire perdurer. Et je suis pas spécialement inquiet sur ce mode de fonctionnement pour l'avenir. Merci Julien. Jean-Guillaume? Alors, moi, j'ai une vision du secteur de la data ESG comme un énorme tuyau qui va… À la sortie du tuyau, vous avez les investisseurs qui regardent ce qui sort. Et là, en fait, on a besoin d'agrégation, on a besoin de clarté, on a besoin d'algorithmes. Et il y a quelque part, il y a trop d'acteurs, il y a les agents de notation, il commence à y avoir des agrégateurs, il y a Ipsos aux États-Unis, etc. Et à l'entrée du tuyau, il y a la donnée brute. Et la donnée brute, on a un problème de déclarabilité, de fiabilité. Et alors là, je serais intéressé, comme ma vision du secteur, c'est que les acteurs vont pouvoir mieux détecter à la source la production de la data ESG, en gros. Je sais qu'il y a QuantCube qui fait ça. Enfin, il y a des gens qui essayent de travailler à la traçabilité, mais ce n'est pas évident. En gros, il y a un challenge des deux côtés du tuyau, à la sortie et à l'entrée. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Guillaume. Et Cédric, finalement? Je me démute. Oui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec cet élément-là. Enfin, ça rejoint, je pense, c'est le fil conducteur de tout ce webinaire. Hein. C'est vraiment la donnée, donc l'accès à la donnée, la disponibilité de cette donnée et la fiabilité de cette donnée. Donc, la réglementation va essayer de donner un socle et obliger un maximum d'entreprises, on l'a vu tout à l'heure, élargir le scope des personnes éligibles et devant discloser ces informations. Et après, vous avez de l'autre côté tous les acteurs qui vont utiliser cette donnée. Et donc, au milieu, vous avez cette notion de tuyau, cette notion de mise à disposition et de fintech, de regtech qui doivent faciliter ces éléments-là. Je pense que ça va être un processus relativement long. L'Europe essaye aussi à son niveau de mettre en place une sorte de database et de labelliser un maximum les acteurs qui les mettront à disposition. Vous avez parlé aussi des OTI, hein, donc de l'auditabilité d'une tierce partie qui donne un degré d'assurance sur ces données. De manière globale, et vous le savez, c'est-à-dire que les reportings extra-financiers deviendront le pendant des reportings financiers et donc devront être utilisés et fiables de la même manière.
Donc, going forward, hein, d'ici quelques années, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une homogénéisation de ces deux types de reporting. Et donc là, ce que vous êtes en train de décrire va prendre un petit peu de temps pour devenir mature, mais c'est une étape, à mon avis, essentielle pour nous, pour la planète, pour nos enfants. Enfin, c'est aussi c'est un geste, je pense, très beau pour tout le monde. Merci beaucoup, Cédric. Donc, si je peux résumer, il y a une série de souhaits. Bon, le principal, c'est la collaboration entre tous les acteurs. Chacun se spécialise dans sa niche et il faut seulement vraiment réunir l'ensemble pour qu'on ait une offre de A à Z qui solutionne ce challenge complètement. Il y a donc des plateformes qui sont mises en place comme Manaos qui permettent de vraiment connecter l'ensemble de ces acteurs. La collaboration entre FinTech, RegTech, Startup, mais aussi avec les acteurs établis. Le besoin de aussi standardiser les données, parce que la taxonomie déjà permet de créer une langue commune où tout le monde peut communiquer, et éviter le greenwashing et pouvoir comparer et créer plus de transparence. Le besoin aussi de partager les données. On avait l'open banking, maintenant on passe en open finance et bientôt en modèle open data. Donc aussi avec le single access point que la Commission a annoncé à partir de 2023, qui va pousser les sociétés listées à partager leurs données financières, non financières, eh bien, ces données seront libres d'accès par tout le monde, ce qui va encore générer plus de nouveaux business models. C'est vraiment une série de développements qui ont été poussés par les législateurs et maintenant le marché est en train de mettre en place l'implémentation et faciliter ce nouveau écosystème. Et sachant qu'on est au tout début, cette législation est là pour les prochaines 30 années. L'objectif, c'est neutralité carbone en 2050. Alors, certainement, on offre un début de solution. Il y a encore beaucoup de problèmes à solutionner, mais c'est le début. Nous sommes ici peut-être des vétérans s'attaquant à ce problème. Mais l'idée, l'objectif, c'est un objectif noble. C'est vraiment essayer de tacler la transition climatique le plus rapidement possible. Il y a l'urgence climatique et donc aussi le besoin de pas nécessairement faire concurrence, mais de faire ce qu'on fait une sorte de co-petition, donc collaboration concurrente en même temps, où on se pousse les uns et les autres à travailler ensemble et trouver les meilleures solutions et aller plus loin. Très bien, je vous remercie tous. Alors, il y a certainement des questions qui ont été posées dans le chat. Alors, je vois ici une série de questions, notamment Aurélien Alfaré, donc voilà, je vous invite, Jean-Guillaume, à peut-être y répondre. Alors, selon vous, les gestionnaires de fonds vont-ils se limiter à la réglementation? Vont-ils utiliser l'ESG pour essayer de se différencier vis-à-vis de leurs concurrents? Ils utilisent déjà l'ESG pour se différencier, ils vont continuer. Il y a beaucoup de gérants qui utilisent leurs propres algorithmes pour donner un point de vue ESG sur les émetteurs. Donc, je répondrai ça. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Surtout pas se limiter à la taxonomie, même, à la limite. Je vois aussi une série d'autres questions. Alors, je vais aussi inviter les participants à peut-être faire un follow-up en bilatéral pour certaines de ces questions. Il y a aussi une demande d'une liste de réglementation en termes de finances vertes. Alors, Cédric, je suis sûr que ta présentation c'est très utile. Alors, voilà, je pense que s'il n'y a plus d'intervention, je vous remercie tous pour avoir accepté de participer à ce webinaire. Il sera rediffusé sur YouTube, donc vous pourrez le revisionner. Et on espère que d'ici un an, on pourra éventuellement tous se réunir à nouveau et voir quelles sont les évolutions de chacun, comment on a pu éventuellement travailler, collaborer et offrir des solutions digitales à ce nouveau challenge. Et à nouveau, merci à tous d'avoir participé et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci infiniment. Au revoir. Merci, au revoir.